Bonjour, Laurent Bosquet, je suis professeur à l'université de Poitiers. Comme beaucoup de chercheurs, c'est souvent des interrogations personnelles qui m'ont amené à me lancer dans la recherche. Beaucoup de questions sur moi-même en tant que pratiquant, lorsque je faisais de la course à pied, de l'athlétisme. Et petit à petit, eh bien, ces questions que je me posais sur les adaptations de l'organisme à l'entraînement, par exemple, ou à l'excès d'entraînement, ont fait que je me suis orienté vers un cursus qui permettait de mettre en place les études qui permettent de répondre à ce type d'interrogation. Actuellement, donc, je suis professeur à la faculté des sciences du sport et je dirige un laboratoire, le laboratoire MOVE. MOVE, c'est un acronyme qui signifie mobilité, vieillissement et exercice. Donc, c'est un laboratoire qui s'intéresse au maintien de l'autonomie des personnes vieillissantes, qu'elles soient ou non concernées par des maladies chroniques. Et notre cœur d'activité, ça va être bien sûr l'activité physique et comment optimiser les modalités de prise en charge de ces patients ou de ces personnes lorsqu'elles ne souffrent pas de maladies chroniques grâce à l'activité physique. Alors, il y a bien sûr un grand nombre d'approches qui peuvent être utilisées pour cela. Nous, au laboratoire, on utilise l'angle de la physiologie, et plus spécifiquement de la physiologie de l'activité physique. Donc on va s'intéresser en particulier à toutes les étapes du transport de l'oxygène, du moment où on inspire de l'air jusqu'à sa circulation au niveau des poumons, du cœur et du cerveau, et du muscle, et comment tout cela va permettre finalement de se déplacer librement dans son environnement pour un individu. Le laboratoire MOVE étudie un certain nombre d'aspects liés à cette autonomie des personnes vieillissantes. On s'intéresse essentiellement aussi aux maladies cardio-respiratoires. Donc, en quoi l'activité physique peut être un traitement efficace pour la prise en charge de ces patients ou en prévention primaire, c'est-à-dire avant même de souffrir de la maladie, en quoi l'activité physique peut permettre d'éviter qu'elle se développe au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que je voulais dire après ? Peut-être, mais c'est une présentation générale de l'activité du laboratoire et un certain nombre de ses approches. Donc peut-être zoomer sur un travail de recherche en particulier qui vous tient particulièrement à cœur ou sur lequel il y a une actualité que vous souhaitez mettre en avant. Alors, dans les travaux que l'on réalise au sein du laboratoire, donc, ils sont de diverses natures. On a des collègues qui s'intéressent plutôt aux maladies respiratoires, plutôt aux maladies cardiaques, plutôt aux spécificités de la femme, plutôt au lien qu'il peut y avoir entre le cœur et le cerveau, ou comment l'activité physique peut permettre de prévenir un certain nombre d'affections que l'on appelle des démences vasculaires, comme le déclin cognitif avec l'âge, ou dans une certaine mesure la maladie d'Alzheimer. Donc il y a un certain nombre d'axes. Mais de façon générale, le credo que l'on retient, c'est de la médaille au patient. Ou comment utiliser les travaux que l'on réalise chez les athlètes, et chez les athlètes de haut niveau, chez ces patients. Une illustration concerne par exemple des exercices particuliers que l'on appelle les exercices intermittents à haute intensité. Habituellement, une personne qui a eu un accident vasculaire par exemple, un infarctus du myocarde, quelque chose comme cela, il va entrer dans un centre de réadaptation. Et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, la prise en charge consistait essentiellement à faire des exercices continus, donc à vélo par exemple, ou en marchant, donc des exercices continus à intensité modérée. Dans les années 2005-2006, on a lancé un programme de recherche qui consistait à utiliser des modalités utilisées par les athlètes, et qui consiste à faire des exercices très courts, 15 secondes, 30 secondes, à une intensité assez élevée, et entrecoupés par des périodes de durée équivalente, 15 secondes à 30 secondes, pendant lesquelles on ne fait rien. Donc les premières étapes de ces travaux consistaient à vérifier l'innocuité de cette modalité d'exercice. L'innocuité, c'est-à-dire s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé de ces personnes, ce qui est la moindre des choses, comme pour n'importe quel traitement, que ce soit à base d'une molécule ou d'une intervention de ce type, c'est de s'assurer que ça ne va pas aggraver la situation. Donc nos premiers travaux ont montré que ce type d'exercice était non seulement très bien toléré physiquement par des patients cardiaques qui souffrent de maladies coronariennes, qui souffrent d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle. Donc non seulement c'était très bien toléré physiquement, mais en plus, psychologiquement, pour eux, c'était des formes d'exercice beaucoup plus motivantes, parce qu'on est moins essoufflé, paradoxalement,
et ils éprouvent plus de plaisir à le faire que de pédaler pendant 30 ou 40 minutes, elle a toujours la même intensité. Donc la première étape, eh bien, c'était de vérifier donc, cette innocuité des exercices intermittents à haute intensité. La deuxième étape, ensuite, c'est bien beau que ce ne soit pas dangereux pour les personnes, mais est-ce que c'est efficace? Et surtout, est-ce qu'il y a un intérêt additionnel à ce qui est fait déjà, et notamment avec l'utilisation de ces exercices continus d'intensité modérée? Donc toute une partie de nos travaux s'est intéressée justement à comparer les exercices continus d'intensité modérée à ces exercices intermittents à haute intensité. Dans un premier temps, on l'a fait sur terrain sec, c'est-à-dire en laboratoire, et dans un deuxième temps, en milieu aquatique. Parce qu'en milieu aquatique, on peut s'attendre à des effets additionnels, notamment pour l'impact que ça peut avoir sur la pression artérielle. Dans tous les cas, ce que l'on a constaté, c'est toujours que ce n'était pas plus dangereux qu'un exercice normal, le risque zéro n'existe pas, que c'était plus efficace que les exercices continus d'intensité modérée, avec une dose beaucoup plus faible d'exercice, eh bien, on obtient des bénéfices qui sont plus importants. Et le troisième point, eh bien, c'est qu'on a bien un effet de l'environnement dans lequel on fait ces exercices. Si je fais un exercice intermittent à haute intensité sur terrain sec, comme ici, eh bien, ça va être efficace. Et si en plus je le fais dans l'eau, eh bien, je vais avoir un effet additionnel qui fait que l'efficacité va être encore plus importante. Ce qui souligne, par exemple, tout l'intérêt des séances d'aquagym, qui consistent en une forme d'exercice intermittent. On fait un exercice, on récupère à une intensité assez élevée. Ces travaux, on les réalise sur des modèles humains, donc chez l'homme, chez les patients, mais aussi pour essayer de comprendre un peu plus précisément les mécanismes qui sont impliqués, on les réalise chez des modèles animaux. En particulier, ce sont des rats spécifiques qui sont spontanément hypertendus, et on a développé des modèles d'entraînement qui nous permettent justement de comparer un petit peu la même chose, leur réponse cardiaque notamment, à des exercices continus ou à des exercices intermittents à plus haute intensité. Donc, c'est cette logique finalement qu'utilise le laboratoire. On part de ce qui est appliqué et développé chez les athlètes de haut niveau, on s'assure que c'est bien toléré par les patients. Ensuite, on vérifie l'efficacité. Est-ce que l'efficacité est plus grande ou non par rapport au traitement ou à la prise en charge habituelle? Et une fois qu'on l'a bien établi chez l'être humain, de façon assez macro, eh bien on utilise des modèles animaux pour essayer d'approfondir et de mieux comprendre les mécanismes pour après affiner finalement les recommandations que l'on peut faire. Ces travaux, ils sont réalisés chez l'homme ou chez le mâle, mais on a également une spécificité que l'on développe de plus en plus, qui est que systématiquement, eh bien, on essaie de le développer avec des modèles féminins, donc soit des femmes qui souffrent de maladies cardiaques ou avant et après la ménopause par exemple, soit des femelles, des rats qui sont spontanément hypertendues et pour lesquelles on va utiliser des interventions qui vont simuler ou mimer la ménopause. Donc, des travaux réalisés chez l'homme, des travaux réalisés chez la femme, parce que dans cette prise en charge que l'on peut faire par l'activité physique, le grand défaut que l'on a, que ce soit pour ce type d'intervention ou pour les molécules, également les traitements à base de médicaments, c'est qu'on applique à la femme des recommandations ou des posologies qui ont été développées à partir de données obtenues chez l'homme ou chez les mâles. Or, il y a un grand nombre de spécificités, notamment au niveau de l'appareil cardiovasculaire chez la femme, qui fait que ce raccourci, il est peut-être un petit peu trop rapide. Donc, voilà en quelques mots l'activité du laboratoire MOVE. Par ailleurs, eh bien, je coordonne une chaire de recherche, la chaire Sport, Santé, Bien-être, qui poursuit le même objectif, c'est le maintien de l'autonomie grâce à l'activité physique, sauf que cette fois-ci, on va avoir une approche interdisciplinaire. Au laboratoire, nous sommes essentiellement des physiologistes de l'activité physique, alors qu'au niveau de la chaire, c'est un réseau qui va fédérer une vingtaine de laboratoires de la région Nouvelle-Aquitaine. On va retrouver des spécialistes de physiologie, de biologie, de santé, d'économie, de psychologie, d'aménagement du territoire, de management, de sciences de l'ingénieur, de mécanique, etc. Donc ça nous permet d'avoir
une approche interdisciplinaire et de croiser les regards pour mieux comprendre la complexité finalement des phénomènes. Et on sait que la santé cardiovasculaire, et puis l'éventuelle efficacité de différentes interventions, ce sont toujours des phénomènes complexes qui ne peuvent pas se limiter à une seule approche. Donc ce réseau, eh bien, il va nous permettre de contextualiser tout ce que l'on développe au laboratoire. C'est bien beau de montrer que telle modalité d'exercice est plus efficace qu'une autre, surtout si elle est réalisée dans l'eau. C'est bien beau de montrer qu'il y a des spécificités pour la femme à tel et tel niveau, et que ça va nécessiter des recommandations spécifiques. Mais après, l'enjeu, il n'est pas là. Ça, c'est le minimum auquel on peut s'attendre de la part de scientifiques qui s'intéressent à cette problématique. Mais après, l'enjeu, eh bien, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles adoptent durablement un mode de vie physiquement actif. Parfait, c'est la conclusion. Bon, ben parfait.